Une mascarade, un anneau de fer et un secret que quelqu'un tuerait pour garder. Bienvenue chez le détective Eternos. Je suis votre hôte, Elliot Dou. Venez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à prendre contact avec nous. Vos pensées donnent vie à ces mystères et j'ai hâte de les lire. Commençons. Le jardin de Fern Hollow n'avait pas vu autant de monde depuis des années. Sous un ciel adouci par les nuages, du début de l'été, les invités déambulaient parmi les rangées de delphinium et de digital en fleurs, se faufilant entre les tables dressées de nappes en dentelle, de gâteaux au citron et de tasses à thé en porcelaine. L'événement était la fête caritative annuelle pour la restauration du vitrail de Sainte Mildred, et presque tous les habitants de West Brackensford étaient présents. Miss Jane Marple était assise à l'ombre d'un cytis en fleurs, tricotant une étroite bande de laine gris tourterelle, et regardant les villageois passer avec l'intérêt discret de quelqu'un qui les connaissait mieux qu'eux-mêmes. À sa gauche, madame Lavinia Harcourt se lamentait sur les prix de la tombola, une bouteille de sherry et un tapis de voyage rongé par les mythes, honnêtement, Jane, et à sa droite, la jeune épouse du révérend Winscott s'occupait d'une gâteau-éponge à plusieurs étages en forme d'église elle-même. Mais le véritable attrait résidait dans le concours de costumes, une mascarade aux couleurs et à l'excentricité locale. À 15 heures précises, une cloche d'argent a sonné et le jugement a commencé. Lady Hartwood, vêtue d'une robe vénitienne raffinée et d'un masque rouge à dominos, se glissa vers l'estrade du concours avec toute l'autorité royale de celle qui avait autrefois accueilli un ambassadeur dans son salon. Ses mains, remarqua Miss Marple, étaient ornées de ses bracelets habituels, à l'exception d'un doigt où une bague brillait par son absence ces derniers temps. À la place, elle portait maintenant un objet plutôt étrange, un large anneau de fer, sombre et brut, qui jurait violemment avec sa tenue par ailleurs raffinée. « Et qu'est-ce que c'est que ce truc au doigt de Lady Hartwood » murmura madame Harcourt en se penchant. Miss Marple esquissa un léger sourire. « Du fer, murmura-t-elle. Ce n'est pas un matériau qu'on associe habituellement aux mascarades, à moins qu'il ne soit destiné à dissimuler quelque chose plutôt qu'à décorer. » Le concours se déroula avec la gaieté habituelle. Monsieur Félix Broom arriva habillé en Napoléon débraillé, une main maladroitement enfoncée dans son gilet. La jeune Clara Phipps portait une perruque à la Cléopâtre, mal avisée, qui glissait sans cesse sur un œil. Il y avait des bergères et des bandits de grand chemin, des pharaons et des valets de pied, tous dans la bonne humeur, jusque ce que, bien sûr, le corps soit découvert. Cela se passait non loin de la lisière du jardin, où un court sentier menait à une folie rarement fréquentée, une imitation de temple grec construite des décennies plus tôt par un écuyer excentrique, trop riche et trop peu sensé. Certains des plus jeunes invités s'étaient éclipsés pour l'explorer, ricanant sous leurs masques. Leur rire s'arrêta brusquement. « Tous prêts vite pour la selle !» Quelques minutes plus tard, un cri résonna sur la pelouse, interrompant instantanément les rires et les conversations. Miss Marple posa son tricot sans hâte et se leva. Ils la trouvèrent ensemble, la servante de Lady Hartwood, Elsie, et deux jeunes gens du coin qui s'étaient faufilés derrière la haie de rosiers. La victime était un homme d'une 50aine d'années, affalé contre la colonne centrale de la folie, vêtu d'une costume d'arlequin. Son masque était toujours en place, mais sa poitrine portait une profonde blessure, sombre et délibérée, juste au-dessus du cœur. La police fut immédiatement appelée. L'inspecteur Crail arriva 20 minutes plus tard, tout en colère et impatient, frôlant les invités désormais silencieux pour se rendre sur les lieux. Pas d'identification, aboya-t-il après avoir examiné le corps. Aucun, dit l'agent à côté de lui. Pas de portefeuille, pas de papier, le masque est bien serré. Mais Miss Marple, à une distance prudente, avait déjà perçu plus que la plupart. Le relâchement particulier de la chaussure droite de l'homme, l'odeur du tabac, non pas anglais mais turc, un éclat métallique juste sous le bord du col du fou, une fine chaîne peut-être.
Lady Hartwood s'était évanouie de façon dramatique et était soignée par l'épouse du révérend et plusieurs admirateurs. Lorsque l'inspecteur Crail s'approcha d'elle, elle agita la main vers lui. « C'était horrible, » gémit-elle. « Je pensais qu'il faisait semblant. » « Ça faisait partie du divertissement, dis-je, mais ensuite, Elsie a crié et... » Elle enfouit son visage dans son mouchoir. Miss Murple observait le rassemblement avec son calme habituel, même si rien ne lui manquait des yeux, la façon dont Félix Broom tirait sans cesse sur ses boutons de manchette, la façon dont Clara Phipps tremblait malgré la douceur de la journée, la façon dont Madame Lavinia Harcourt était devenue plutôt pâle. En l'espace d'une heure, la mascarade n'était plus un jeu. La voix de l'inspecteur retentit. « Il nous faut les noms de tous ceux qui étaient là. Personne ne doit quitter les lieux. » Et ainsi la fête de Fern Wallow, destinée à restaurer les vitraux, est devenue le théâtre de réflexions plus sombres, des secrets enfouis sous des sourires polis, des gestes qui ont duré trop longtemps, des regards qui ont révélé plus que prévu. Miss Murple retourna à son siège sous le citise, son tricot à nouveau en main. « Eh bien, se dit-elle doucement, les gens portent les masques les plus intéressants, même sans costume. » Et tandis que le soleil se couchait derrière la haie, une légère brise agita les feuilles et le mystère commença à prendre racine. Le lendemain matin, le village de West Brackenford bourdonnait, non pas du bourdonnement des abeilles ni du chant des oiseaux, mais d'un son beaucoup moins naturel, les ragots. Tout avait commencé dans la file d'attente de la boulangerie Bradshaw, serpentait à travers les couloirs du presbytère et flottait comme des banderoles de tasse à thé en tasse à travers les salons du village. Le meurtre de Fernolo avait même éclipsé le malheureux sermon du pasteur le dimanche précédent ou le scandale de l'effondrement du Yorkshire pudding de Madame Elkin pendant le souper des moissons. À 10 heures, il y avait déjà 3 versions du meurtre impliquant des affaires secrètes, au moins 2 espions russes et une erreur d'identification dramatique impliquant un ancien artiste de music hall disparu en 1938. Au cœur de tout cela se trouvait une question. Qui était l'homme en costume d'arlequin? Madame Lavinia Harcourt, dont la fenêtre donnait sur la verdure, s'était donnée pour mission de devenir la crieuse officieuse de la ville. Elle tenait sa cour dans sa véranda autour d'un verre de 11 heures, de tarte au lait Moncure et d'un compte-rendu plutôt acerbe de la soirée. « Je te le dis, Jane, insista-t-elle, sa cuillère tintant contre la porcelaine. J'ai vu cet homme observer Lady Hartwood pendant le jugement. Il y avait quelque chose de presque exclusif là-dedans. » Miss Marple, assise en face, hocha simplement la tête. « Et cette bague, » poursuivit Madame Harcourt à voix basse, et se penchant en avant comme si les géraniums en pot l'écoutaient, « Lady Hartwood porte des émeraudes ou des diamants depuis 30 ans. Quelle femme de sa fortune porte du fer? On aurait dit une prison. » Miss Marple jeta un coup d'œil à son tricot. « Le fer est plutôt résistant, vous ne trouvez pas? Il ne ternit pas et ne brille pas. Il tient, tout simplement. » Lavinia cligna des yeux. « Eh bien oui, mais quel est le rapport avec... » La sonnette retentit avant qu'elle puisse terminer, et M. Bobas, Félix Broom, entra, toujours aussi élégant dans son blazer et sa pochette, bien que l'air confiant qu'il arborait habituellement soit nettement plus mince aujourd'hui. « Lavinia, salua-t-il. Mademoiselle Marple. J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, » répondit rapidement Madame Harcourt en ajustant le plateau à tarte. « Mais j'ose dire que vous êtes venue parler du meurtre. »« Je viens de parler à Crail, » dit Félix en s'asseyant. « Il garde le corps à Hollingford pour l'instant. Toujours pas d'identification. Personne à la fête ne le connaissait, du moins c'est ce qu'ils prétendent. » Miss Marple leva doucement les yeux. « Et pensez-vous qu'ils disent tous la vérité, monsieur Broom ?» Il hésita. « La vérité est difficile à entendre dans ce village. Les gens la disent par morceaux, un peu ici, un peu là, comme raccommoder un manteau avec un tissu dépareillé. » Madame Harcourt renifla. « Quelle triste métaphore! Pourtant, c'est tout à fait vrai. » Félix se pencha en avant et tapota son genou du bout des doigts.
Le plus curieux, c'est que Lady Hartwood ne dit absolument rien. L'inspecteur Krell l'a interrogée 2 fois hier, et à chaque fois, elle a prétendu s'être évanouie dès qu'elle a vu le corps. Pratique, à mon avis. « Ça dépend, » murmura Miss Marple. « Certaines femmes s'évanouissent pour se distraire, d'autres pour oublier, mais Lady Hartwood ne m'a jamais semblé être du genre à s'évanouir. » Un long silence s'ensuivit. C'est Clara Phipps qui a apporté le rebondissement suivant, arrivant essoufflée à la porte avec son cardigan jaune de travers et un bout de papier à la main. « Je viens d'aller à la pharmacie, » commença-t-elle à moitié essoufflée, « et ils ont trouvé quelque chose dans la poche de l'arlequin. Une clé. Une de ces petites clés pour valise ou coffre-fort. » L'intérêt de Miss Marple s'est légèrement accru. « Qui l'a trouvée ?» demanda Félix. Madame Denning. Son neveu est agent de police, et elle a dit qu'il lui avait dit que le numéro SR1 était gravé dessus. Krell pense que c'est peut-être pour les bagages consignés à la gare. Madame Harcourt émit un son désapprobateur. Si la police divulgue des informations à Madame Denning, il n'est pas étonnant que chaque détail devienne public. Mais Miss Marple réfléchissait encore. SR1, chambre Fortin, réserve de la station, ou peut-être simplement salle des valisins. Quoi qu'il en soit, une clé signifiait que quelque chose avait été caché, et l'arlequin n'avait jamais eu l'intention de mourir dans cette folie, ou du moins pas sans laisser de traces. Plus tard dans la journée, la place du village était envahie par l'odeur de l'herbe coupée et des spéculations. Miss Marple se rendit discrètement chez le marchand de journaux pour prendre son supplément hebdomadaire de jardinage et découvrit un nouveau prospectus accroché au panneau extérieur « Meurtre à Fern Hollow, UN étranger masqué exterminé pendant une fête ». C'était un tabloïd, bien sûr, de Londres. Quelqu'un l'avait déjà appelé. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta sur le chemin, menant à la folie, désormais balisée, et gardée par un jeune agent qui semblait plus intéressé par les oiseaux qui voletaient que par les intrus potentiels. Miss Marple l'observa un instant, puis se tourna pour jeter un coup d'œil dans la ruelle en direction de Hartwood Manor. Elle connaissait Lady Isabel Hartwood depuis de nombreuses années, et, bien qu'elle n'ait jamais été des amies intimes, elle fréquentait les mêmes cercles de courtoisie, événements caritatifs, thé de la société historique, et même quelques conférences dans un jardin. Isobel n'était pas encline au sentimentalisme, ni, se souvenait Miss Marple, à la fantaisie, et pourtant elle portait une bague en fer. Ce soir-là, de retour dans son cottage soigné d'Old Mill Lane, Miss Marple s'installa dans son fauteuil près de l'âtre. Elle sirota une tasse de tisane à la camomille et ouvrit sa revue de jardinage, même si ses yeux ne suivaient pas bien les mots. Les gens, pensa-t-elle, sont rarement ce qu'ils paraissent. Un masque peut être fait de soie et de velours, ou de silence et de respectabilité. Elle regarda à nouveau son panier à tricoter. Le modèle qu'elle avait suivi était celui d'une écharpe simple, mais il s'était emmêlé vers le 3e rang. Une petite erreur, facile à rater. Pourtant, la pièce entière se déformerait si elle continuait sans la corriger. Soigneusement, elle détricota 3 rangées, la laine douce et souple sous ses doigts. « Mieux vaut revenir en arrière, murmura-t-elle, avant que l'erreur ne devienne trop grande. » Complevert. Juste à ce moment-là, l'horloge sonna 9 heures, et dans le silence, alors que le village tamisait lentement ses lumières, une lettre glissa silencieusement à travers la porte. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste le nom de Miss Marple, écrit d'une écriture féminine et soignée. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une seule phrase, écrite à l'encre bleue. L'anneau de fer n'était pas un costume. Il le lui a rendu la veille de sa mort. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plaça soigneusement à côté de son tricot. La mascarade, semblait-il, commençait déjà à se défaire. L'inspecteur Krell se tenait sur l'allée de gravier du manoir Hartwood, les bras croisés et la mâchoire serrée. Le brouillard matinal ne s'était pas encore dissipé, et le soleil levant projetait un éclat argenté sur la rosée qui s'accrochait au mur couvert de lierre de l'ancien domaine.
Lady Hartwood, vêtue d'un costume bleu marine sévère et de perles qui pendaient avec une élégance étudiée autour de son cou, le reçut sur la terrasse avec le détachement calme d'une femme habituée depuis longtemps à des devoirs désagréables. « J'ai cru comprendre que vous êtes venu poser d'autres questions, inspecteur, » dit-elle en désignant la véranda. « On peut s'asseoir ici, l'air est apaisant. » Creel suivit son commentaire, carnet à la main. À l'intérieur, la véranda était un monde à part, des orchidées en fleurs, dans des bacs peu profonds, le doux ruissellement d'une fontaine dans un coin et le léger parfum des camélias. Lady Hartwood s'assit près de la fenêtre, le dos droit, le regard à hauteur d'homme. « J'ai bien peur de ne me souvenir de rien de nouveau, » commença-t-elle d'une voix douce. « Je crois encore m'être évanouie dès que j'ai vu le corps. Ce fut un choc horrible. » L'inspecteur resta immobile. Et pourtant, Lady Hartwood, plusieurs invités se souviennent vous avoir vu debout et parlant quelques minutes seulement après la découverte. Elle esquissa un sourire crispé. Difficile d'évaluer le temps dans ces situations. La panique altère la mémoire, n'est-ce pas? Creel haussa un sourcil mais n'insista pas. « Puis-je vous poser une question sur la bague ?» dit-il enfin en tournant une page de son carnet. « Celle que vous portiez pendant la fête. Un anneau en fer, très inhabituel. » Une brève hésitation. « C'est une pièce de famille, » répondit-elle. « Une relique de la guerre de sécession. Je l'ai trouvée plutôt frappante. » « Est récemment revenue vers vous ?» Une autre pause, juste assez longue pour la marquer. « En effet, » dit-elle doucement, « un don restauré. » Creel hocha la tête. « Connaissez-vous un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux noirs tachetés de gris, de corpulence moyenne, qui aurait peut-être une raison d'assister à la fête champêtre déguisée ?» Elle croisa les mains. « Pas que je sache. » Creel expira par le nez. « Alors, tu peux peut-être m'expliquer ça. » Il lui tendit la lettre, scellée dans une pochette de preuve, la même note que Miss Marple avait reçue, désormais en possession de l'inspecteur après une visite discrète à son cottage la veille au soir. Lady Hartwood jeta un coup d'œil à l'écriture bleue soignée et cligna des yeux. « Je ne sais pas qui a écrit ça, » dit-elle d'un ton plus sec. « Je n'apprécie pas non plus les ingérences anonymes. » Creel étudia son visage. « Vous me pardonnerez, Lady Hartwood, mais je pense que vous vous en souciez beaucoup. » Dehors. Un couple de pigeons s'élevait de la haie, le son surprenant dans le silence. Pendant ce temps, dans le village même, Miss Marple visitait la gare. Elle avait programmé sa visite avec précision, juste après le passage du train postal, lorsque le chef de gare, M. Grab, serait à la fois oisif et d'humeur à discuter. « Eh bien, Miss Marple, » dit-il en soulevant sa casquette, « on n'a pas eu autant de visiteurs ces derniers jours, pas depuis les années de blackout. Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je me demandais si je pouvais vous parler de la consigne, » dit-elle d'une voix toujours aussi légère. « Elle est toujours en service, n'est-ce pas ?»« Oh oui, mais rarement utilisée maintenant, surtout par des gens venus d'ailleurs. Les artisans, parfois. Et les casiers ? Y en a-t-il qui ont été ouverts récemment par la police ?» Monsieur Grubb se gratta le menton. « Maintenant que vous le dites, oui. Hier matin, 2 types du comté sont passés avec une clé, Esserroin. Ils ont ouvert le casier numéro 1 et en ont sorti une petite valise marron. Ils n'ont pas voulu dire ce qu'elle contenait, bien sûr. »« Avez-vous vu l'homme qui l'a laissé ?»« Seulement de dos, » dit monsieur Grubb. « Mince, il portait un imperméable. Mais je me souviens avoir pensé qu'il marchait comme un militaire. Vous savez, les talons d'abord. »« Merci, monsieur Grubb, » dit gentiment Miss Marple, et elle lui offrit un paquet de gâteaux aux graines emballées dans du papier avant de retourner le long du chemin. Militaire, slim, imperméable, et la valise, sans aucun doute, contiendrait quelque chose d'assez important pour qu'un homme le cache. Peut-être des lettres, des photos, ou même un document juridique, quelque chose qui ne pouvait pas être simplement détruit, mais qui devait être conservé jusqu'à... Quoi ? Une confrontation ? Une révélation ? Les pas de Miss Marple ralentirent près de la place du village. Les pièces étaient encore petites, les fils délicats. Mais elle avait vu suffisamment de vie humaine se tisser et se défaire pour savoir quand la première maille avait commencé à se défaire. De retour au manoir Hartwood,
L'inspecteur Crail avait pris l'habitude d'inspecter le bureau du défunt mari de Lady Hartwood, avec le consentement réticent de la dame. La pièce était poussiéreuse mais paisible, encore garnie de livres sur l'héraldique, l'architecture et l'histoire locale. Sur la cheminée se dressait une unique photographie. Lady Hartwood, beaucoup plus jeune, à côté d'un homme à la silhouette élancée, aux yeux rieurs et à la tête fièrement inclinée. Crane étudia la photographie pendant un moment, puis se tourna vers le petit tiroir du bureau sous la fenêtre. C'était verrouillé. « Tu as la clé » demanda-t-il. « Je ne le sais pas, » répondit sèchement Lady Hartwood. « Les affaires de mon défunt mari n'ont jamais été dérangées. » Mais Krell connaissait le regard de quelqu'un qui les avait dérangées, récemment. « Très bien, » a-t-il dit, et il a pris note de revenir avec un mandat si nécessaire. Ce soir-là, le village se rassembla, officieusement, au Bell and Lantern, la seule auberge à 10 miles à la ronde et dépositaire de toutes les rumeurs dignes d'intérêt. Clara Phipps était assise au fond du bar, l'air anxieux et nerveux, tandis que M. Broom discutait solennellement avec le docteur Elgood, le médecin du village. « Elle cache quelque chose, » murmura Clara à l'entrée de Miss Marple. « Lady Hartwood, je veux dire. »« Tout le monde le dit. »« Allons, allons, dit doucement Miss Marple. Vous ne devez pas écouter tout le monde. »« Mais elle le connaissait, » insista Clara. « Je les ai vus il y a des mois, près du monument aux morts. Il lui donnait un petit objet et elle l'a glissé dans son gant. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais intérieurement elle cacha soigneusement cette observation. Plus tard dans la nuit, à la lumière de sa lampe, Miss Marple sortit une petite boîte en fer blanc de son placard et l'ouvrit. Plus blinque, à l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait la lettre anonyme. Elle la relut. L'anneau de fer n'était pas un costume. Il le lui a rendu la veille de sa mort. Puis, avec des mains délibérées, elle se tourna vers une feuille de papier vierge et écrivit sa propre note. À remettre à l'inspecteur Crail, confidentiel. Elle le scella avec une épingle et non avec de la cire, et sortit dans la nuit pour le placer dans la boîte aux lettres de l'inspecteur, avant de se retirer une fois de plus. Une mascarade, pensait-elle, nécessitait plusieurs couches. Mais finalement, même le meilleur masque finit par tomber. Mercredi matin, West Brackenford était entré dans ce que Miss Marple appelait en privé sa « phase dramatique », une période où chaque conversation devenait un murmure, chaque rencontre fortuite une scène, et où chaque villageois se prenait pour un expert en culpabilité. Les journaux avaient alors publié un croquis granuleux du costume de l'Arlequin basé sur les descriptions de la fête, et un tabloïd avait même publié un titre spéculatif-isette « Lothario masqué ou maître chanteur impitoyable ». Les théories se multipliaient comme des ronces, et pourtant le nom de l'homme restait un mystère. L'inspecteur Krell, plus impatient que jamais, avait convoqué une petite réunion au commissariat pour consulter les principaux responsables locaux. Mademoiselle Marple y avait été invitée, même si elle soupçonnait que c'était autant pour apaiser sa position que pour mieux comprendre. L'inspecteur avait appris, à contre-cœur, que la présence de mademoiselle Marple produisait souvent des résultats, même si elle n'expliquait jamais vraiment comment. « J'ai reçu le rapport de Hollingford », annonça Crail au cercle réuni, composé notamment du docteur Elgood, de Félix Broom et de mademoiselle Marple elle-même. L'autopsie confirme que la blessure a été infligée avec un objet fin et tranchant, probablement une lame de stylet. La mort aurait été quasi instantanée. « Ce n'est pas une arme que l'on porte avec des involtures » a observé le docteur Elgood. « Non » répondit Crail. « Et ce n'est pas courant par ici. » Il ouvrit son carnet. Aucune trace d'effraction dans le coffre à bagages, mais le contenu était... Il hésita légèrement. Des lettres personnelles. Des dizaines. Toutes s'adressaient à Lady Hartwood. Félix Broom émit un léger sifflement. Elle le connaissait donc. Après tout. Elle nie, répondit sèchement Crail. Elle prétend que les lettres étaient des faux. Panne, qu'elle est diffamée par quelqu'un qui lui en veut.
Mais si c'est lui qui a rendu l'anneau de fer, intervint doucement Miss Marple, alors les lettres doivent être assez anciennes, peut-être écrites à une époque où la discrétion était plus importante qu'aujourd'hui. L'inspecteur lui jeta un regard en coin. Suggérez-vous une ancienne liaison? Je suggère, dit délicatement Miss Marple, que les habitants des villages ont souvent plus d'histoire qu'ils ne le laissent paraître, et certaines dettes de cœur durent plus longtemps que ce que l'on peut lire dans les archives officielles. Creil n'a rien dit à cela. Et l'homme lui-même, demanda Félix. Quelqu'un ne peut-il pas l'identifier grâce aux lettres? Aucune signature. Et tout est écrit de la même main, avec soin, mais anonymement. Le genre de choses écrites par quelqu'un qui ne voulait pas être retrouvé. Mais il y a une piste possible. Une réservation à la Rose Bay Guest House sous le nom de M. Louis Redfern, arrivé 2 jours avant la fête, payé en espèces. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Redfern. J'ai connu un Redfern autrefois. Il était dans la marine marchande. Il avait épousé la fille d'un vicaire. Mais c'était dans le Devon. C'est probablement un pseudonyme, dit Creil. Mais nous avons relevé des empreintes digitales et les avons envoyées à Scotland Yard. En attendant, nous creusons à partir du sol. Miss Marple ne dit rien de plus, mais dans son esprit, un fil commençait à se tisser dans l'air, délicat, presque invisible, mais présent. Cet après-midi-là, le premier suspect officiel était apparu. Elsie, la femme de chambre de Lady Hartwood, avait été entendue en train de se disputer avec le défunt le matin de la fête. C'est du moins ce qu'affirmait Madame Peabody, qui tenait la draperie et qui entendait très bien depuis la fenêtre de son atelier, qui donnait justement sur la ruelle, près de l'entrée réservée aux domestiques du manoir. Elle était toute rouge, a insisté Madame Peabody auprès de l'inspecteur interrogé. Et il a dit quelque chose de dur. Je n'ai pas tout saisi, mais elle avait l'air prête à pleurer. Creil intervint rapidement. Elsie, convoquée au poste, admit avoir parlé avec l'homme, mais nie à savoir qui il était réellement. Je pensais que c'était quelqu'un de son passé, dit-elle d'une voix tremblante. Il m'a donné une lettre à lui remettre. Il disait que c'était personnel. Je n'aurais pas dû la prendre, je sais, mais il a dit que c'était une question d'honneur. Et tu l'as rencontré à nouveau? Oui, le lendemain matin. Il a dit qu'elle avait refusé de le voir. Il m'a demandé de lui rendre quelque chose de petit. Une bague. Je l'ai fait discrètement dans le salon quand elle était seule. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle pâlit. Elle dit: elle aurait dû rester enterrée. Puis elle laissa tomber la bague dans sa poche comme si c'était un oiseau mort. Miss Marple, autorisée à écouter, observa attentivement Elsie. La jeune fille était effrayée, mais sans calcul. Le genre de peur né de la proximité avec les secrets et non de la culpabilité. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt » demanda Creil. « Parce que j'avais peur, dit Elsie. Peur qu'on pense que j'y suis pour quelque chose, mais je jure que non, je ne connaissais même pas le nom de cet homme. » Creil n'avait pas l'air convaincu, mais la libéra avec un avertissement. À l'extérieur de la gare, Miss Marple a rattrapé la fille. « Tu as bien fait, Elsie, dit-elle gentiment. Et pour ce que ça vaut, je ne crois pas que tu sois le genre de personne à faire du mal. » Les yeux d'Elsie s'emplirent de larmes. « Merci, Miss Marple, je veux juste que tout cela se termine. » Ce soir-là, Miss Marple rendit une visite discrète à Lady Hartwood. Le manoir était plus calme que d'habitude. Les orchidées de la véranda commençaient à faner. Lady Hartwood l'accueillit avec un sourire forcé et l'invita dans le petit salon. « Je suppose que vous êtes venu demander ce que la police a demandé, » dit-elle avec une dignité fragile. « Non, Isabelle, » dit doucement Miss Marple. « Je suis venue demander ce qu'ils n'ont pas demandé. » Cela attirait l'attention de Lady Hartwood. « Ils te demanderont si tu l'aimais, s'il te menaçait, s'il était dangereux, mais je me demande s'il t'a promis de tout quitter pour toi, pour finalement disparaître. » Les yeux de Lady Hartwood se rétrécirent. « Tu as toujours su où les os étaient enterrés, Jane. » Miss Marple croisa les mains. « J'ai vu bien des chagrins, ma chère. Ceux qui s'estompent, ceux qui s'enveniment, et ceux qui reviennent quand on s'y attend le moins. » Lady Hartwood se leva et se tourna vers la fenêtre. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était douce. « J'ai été fiancée avant d'épouser Edmund.
Il s'appelait Lewis Renfield, mais il a disparu pendant la guerre. On m'a dit qu'il était mort dans un bombardement, et je l'ai cru. Le cœur de Miss Marple battait doucement. « Mais il est revenu, a-t-elle ajouté. « Oui, répondit Lady Hartwood, il y a 3 semaines, soudain. Il a dit qu'il avait simulé sa mort, qu'il avait recommencé une vie à l'étranger, mais qu'il ne m'avait jamais oublié. »« Tu l'as cru ?» Lady Hartwood hésita. « Une partie de moi le voulait. L'autre savait que trop de choses avaient changé. Je lui ai dit de partir, de laisser le passé de côté. Et la bague, il a dit l'avoir gardée toutes ces années. Que le rendre signifiait qu'il était enfin libre. Mais il n'était pas libre. Il était désespéré. Pourquoi désespéré? Lady Hartwood se retourna. Sa voix tremblait. Parce que quelqu'un d'autre l'avait suivi jusqu'ici. Quelqu'un qui savait ce qu'il avait fait pour survivre. Quelqu'un qui voulait le réduire au silence. Miss Marple l'étudia un long moment. Alors peut-être, dit-elle doucement, nous ne recherchons pas seulement un meurtrier, mais un témoin dont il craignait qu'il ne parle. Dehors, le vent s'était levé, une tempête se préparait quelque part au-delà des collines, et à West Brackensford, la mascarade était loin d'être terminée. Le lendemain matin arriva enveloppé de nuages gris et menaçants d'un orage d'été, de ceux qui pesaient lourdement sur le village sans pour autant apporter de pluie. À West Brackensford, les portes s'entr'ouvrirent à peine et les conversations se firent à voix basse. La fête, autrefois la fierté de la saison, était désormais évoquée avec un regret discret. Au presbytère, Madame Wainscott réorganisait les recueils de cantiques lorsque Mademoiselle Marple lui rendit visite, non pas pour une consultation spirituelle, mais pour quelque chose de bien plus pratique. « Voyez-vous, Margaret, dit Miss Marple en posant une boîte de sablés, je me demande si les costumes du bal masqué ont été rendus, ceux empruntés au coffre de l'église ?» Madame Wainscott cligna des yeux. « Eh bien, oui, tout sauf un, le costume d'Arlequin, en fait, mais j'ai supposé qu'il avait été pris par la police. » Miss Marple hocha la tête, pensive. « Je crois bien que oui, mais dites-moi, savez-vous où sont rangés les autres ?»« Dans le petit placard de la sacristie, juste à côté du chœur. »« Je n'y suis pas allée depuis mardi. Cela vous dérangera-t-il vraiment si j'y jetais un œil ?» Quelques minutes plus tard, Miss Marple se tenait devant l'étroite armoire en bois dont la poignée en laiton avait été polie par des générations de prêtres. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, les vêtements soigneusement pliés des bouffons, des anges, des bergers et des rois étaient empilés en piles ordonnées. Miss Marple passa ses doigts sur les manches, vérifiant la texture des tissus, la doublure des poches et les boutons. Sur l'étagère du bas se trouvait une boîte en carton étiquetée accessoires. Elle l'ouvrit et commença à le fouiller, masque à plumes, couronne en papier mâché, ruban, ceinture. Et puis sa main s'arrêta. Dans un coin de la boîte se trouvait un petit bout de papier froissé. Légèrement jauni, il paraissait vieux, trop vieux pour appartenir à un costume récent. Elle le déplia avec précaution, écrit à la hâte. « Retrouve-moi à la folie. Minuit. Il faut qu'on parle avant la fin de la mascarade. » Elle. Miss Marple resta immobile. Le mot n'était pas signé, mais le « L », sans doute pour Lewis, était suffisamment révélateur. Et minuit, étrange. La fête s'était terminée à 6 heures. Une réunion privée avait visiblement été fixée pour plus tard, bien après la dispersion de la foule. Quelqu'un l'avait-il interceptée avant son arrivée? Elle replia le papier, le glissa dans son réticule et ressortit dans le doux silence de la nef. Dehors, l'air était chaud et stagnant, et le ciel s'était assombri jusqu'à prendre une teinte éteinte plus profonde. Alors que Miss Marple passait devant le cimetière, elle aperçut Clara Phibbs, accroupie sous l'if, en train de disposer des fleurs sur une tombe. La jeune fille leva les yeux en sursaut. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait une peur bleue. Je m'excuse, ma chère. J'oublie souvent que je marche silencieusement. » Clara sourit nerveusement et lissa sa jupe. « Je faisais juste un peu de rangement. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur le nom gravé sur la pierre tombale. Francis Phibbs, mari et père bien-aimé, 1899-1935,
Ton grand-père demanda-t-elle doucement. Oui, répondit Clara. Il était tailleur de pierre. Il a réalisé la plupart des monuments commémoratifs du coin. Ah oui, je me souviens de lui, dit doucement Miss Marple. C'était un grand lecteur. Il aimait Shakespeare. Clara parut surprise. Comment le savais-tu? Il a un jour emprunté La Tempête à la bibliothèque de l'Institut des femmes et ne l'a jamais rendue. J'avais toujours eu l'intention de le récupérer, mais il semblait lui convenir. Ils échangèrent un sourire silencieux. Clara, demanda Miss Marple après une pause, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel depuis la fête? Quelque chose que d'autres auraient pu ignorer? Clara hésita. Eh bien, je ne sais pas si ça a de l'importance. Mais j'ai vu M. Broom à l'église ce soir-là, après que tout était censé être terminé. À quelle heure? 11h30. Je traversais la cour pour rentrer et j'ai vu la porte latérale entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu allumer un cierge. Puis il est parti. C'était bizarre, mais je pensais pas. Oh, c'est toujours bon de réfléchir, dit gentiment Miss Marple. Surtout dans des moments comme ceux-ci. Elle quitta Clara avec une douce tape sur le bras et tourna ses pensées vers Félix Broom. Cet après-midi-là, elle le trouva au Bell and Lantern, assis à sa place habituelle près de la fenêtre avec un verre de bière au gingembre et le dernier numéro du Times plié sur ses genoux. « Mademoiselle Marple, la salua-t-il avec une joie forcée. Vous venez me faire la leçon sur les dangers des spéculations futiles? Pas du tout, dit-elle, en s'asseyant à côté de lui. Je suis simplement venue pour un moment de paix. Mais je dois admettre que Clara Phipps a mentionné t'avoir vu à l'église après la tombée de la nuit. Son sourire s'est estompé. Vraiment? Eh bien, ce n'est pas ce que ça semble être. J'y suis allée pour réfléchir, c'est tout. Ce genre d'endroit m'aide à me concentrer. Bien sûr, dit Miss Marple, les aiguilles à tricoter cliquetant déjà doucement dans ses mains. Et tu avais besoin de concentration ou de confession? Il émit un léger rire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Je ne suis pas religieuse, Miss Marple. Non, dit-elle d'un ton léger. Mais la culpabilité peut être une forme de foi, tu ne crois pas? Elle pousse les gens à se comporter d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Il ne répondit rien à cela, se contentant de fixer son verre. Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple déplia le mot qu'elle avait trouvé et compara l'écriture, telle qu'elle était, à une lettre du paquet que l'inspecteur Crail lui avait montré. L'écriture était semblable, mais pas identique. Cela signifiait deux choses. Lewas avait reçu l'ordre de rencontrer quelqu'un, et quelqu'un d'autre était au courant de ce rendez-vous, et l'avait planifié. Elle étudia à nouveau le bord inférieur du papier. Il avait été arraché à quelque chose. Un programme peut-être, ou un document plus volumineux. Elle alla chercher son propre exemplaire de l'itinéraire imprimé de la fête. Un match parfait. La note avait été écrite au dos de la liste de tombola de charité distribuée uniquement aux membres du comité. Miss Marple se rassit. Seulement 6 personnes faisaient partie de ce comité. Lady Hartwood, Madame Harcourt, l'épouse du révérend, Monsieur Broom, Clara Phipps et elle-même. Et quelqu'un parmi eux avait attiré Lewis Renfield vers la mort. Elle se leva et tira les rideaux contre la tempête. Demain, pensa-t-elle, apporterait des réponses, mais ce soir, le village dormirait sous des nuages, chargés de secrets et de pluie. Et quelque part, entre le bruit des aventouides qui goûtent et le pas des renards dans la ruelle, la mascarade continuait à se défaire de ses couches. L'orage a finalement cessé aux premières heures du jeudi matin. La pluie tambourinait sans relâche sur les toits d'ardoise de West Brackensford, remplissant les gouttières et trempant les parterres de fleurs, tandis que le village s'éveillait sous un ciel couleur de fer et un air empreint de terre humide et d'inquiétude. Au manoir Hartwood, Lady Hartwood se tenait près des hautes fenêtres de sa chambre, regardant le jardin en contrebas se fondre dans des nappes argentées et vertes. Sa tasse de thé tremblait légèrement dans sa main. La nuit n'avait pas apporté le sommeil. Les rêves avaient pris la forme de vieux regrets, des lettres brûlées, des promesses rompues, le visage d'un homme qu'elle avait aimé mais qu'elle avait à peine reconnu à son retour. Elle ne pouvait s'empêcher de voir son corps affaissé devant cette folie.
cette folie maudite qu'Edmond avait insisté pour restaurer durant leur première année de mariage. Un monument à l'excès, devenu une scène de crime. Lewis avait été bien des choses, mais il ne méritait pas cela. Dans la cuisine, Elsie s'acquittait de ses tâches matinales avec raideur. Depuis son interrogatoire au poste, sa confiance avait disparu. Elle sursautait à chaque coup frappé, tressaillait à l'évocation de son nom et parlait à peine plus bas. Lorsque Miss Marple arriva peu après 10 heures, portant un pot de confiture de prunes et un parapluie qui dégoulinait poliment dans le vestibule, Elsie sembla sur le point de pleurer de gratitude devant ce visage familier. « Vous avez été si gentille, Miss Marple, » dit-elle en déposant une soucoupe de sablé. « On se sent terriblement seul ici. » « J'imagine que oui, » dit doucement Miss Marple. « Ces vieilles maisons peuvent contenir bien plus que des meubles quand elles se taisent. » Lady Hartwood les rejoignit quelques instants plus tard, calme comme toujours, mais avec des ombres sous les yeux. « Jane, » dit-elle avec un sourire pincé. « Tu braves la pluie pour moi ? » ?»« La pluie, ma chère, efface bien plus que la boue. Parfois elle apporte la clarté. Puis-je vous parler en privé ? » Lady Hartwood la conduisit au salon. L'air embaumait une légère odeur de bergamote et de cire à bois. Miss Marple déclina une chaise et resta près de la cheminée, observant attentivement son hôtesse. « Je crois que Lewis Renfield est venu vous voir non pas pour raviver une romance, mais pour vous avouer quelque chose. » Lady Hartwood se raidit. « Pourquoi croyez-vous ça ? » « Parce qu'il a essayé de prendre des dispositions, il a laissé des messages, il a passé une bague, il a laissé des lettres non signées, mais pleines de remords. Et parce que le genre d'homme qui disparaît pendant des décennies pour réapparaître à une fête en costume est un homme qui sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. » Lady Hartwood ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle paraissait plus âgée. Elle n'était plus la matriarche posée du manoir Hartwood, mais une femme épuisée par un long silence. Il a dit que quelqu'un de son passé l'avait retrouvé, a-t-elle admis. Quelqu'un de dangereux. Il n'a pas voulu le nommer, seulement qu'il l'avait suivi depuis Lisbonne et voulait qu'il garde le silence sur quelque chose qu'il aurait fait pendant la guerre. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et vous croyez que cette personne est ici ? » « Je ne sais plus quoi croire, » murmura Lady Hartwood. « Mais je pense, non je crains, que la mascarade ait fourni à quelqu'un la couverture idéale pour le retrouver et pour achever ce qu'il avait commencé. » Plus tard, dans l'après-midi, l'inspecteur Krell a convoqué une deuxième enquête, plus formelle, à la mairie. Les principaux suspects, Lady Hartwood, Felix Broom, Clara Phipps et Elsie, ont été priés de rester disponibles pour répondre à de plus amples questions. Miss Marple, invitée une fois de plus en tant que conseillère de confiance, s'assit tranquillement sur la touche, observant chaque échange. C'est Clara Phipps qui s'est effondrée la première. Face aux soupçons grandissants de Krell et au regard discret et scrutateur de Miss Marple, elle avoua avoir reçu un colis de Lewis Renfield 2 semaines plus tôt, un colis qu'elle n'avait pas partagé avec la police. « C'était à moi, » dit-elle d'une voix tremblante. À l'intérieur se trouvait un médaillon, en or, avec les initiales de ma mère. Il y eut un changement audible dans la pièce. « Ma mère s'appelait Edith Renfield, » poursuivit Clara. « Elle est morte quand j'étais bébé. Je n'ai jamais su grand-chose d'elle. Mon père ne voulait pas en parler. Mais Lewis disait... Il disait qu'elle était sa sœur, qu'il l'avait trahie, qu'il voulait me donner quelque chose qui lui appartenait. » La plume de l'inspecteur Krell s'immobilisa. « Vous dites que vous étiez apparentée à la victime ? » ?»« Oui, c'était mon oncle, » Miss Marple observait Clara avec une profonde sympathie. « Et pourquoi n'as-tu pas réagi plus tôt ? » ?»« Parce que je ne voulais pas qu'on pense que j'avais des raisons d'être impliquée dans sa mort. J'avais peur. »« C'est toi qui as préparé les costumes pour la fête, » dit Krell en plissant les yeux. « C'est toi qui as fourni le costume d'Arlequin ? » ?»« Oui. C'était dans le placard de la sacristie. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à se fondre dans la masse. Il a dit que ça faisait partie de la surprise. J'ai trouvé ça étrange, mais il avait l'air désespéré. « Et tu l'as revu ?» Clara secoua la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Non. Il a dit qu'il parlerait à Lady Hartwood. Il a dit que tout s'arrangerait. » Miss Marple se pencha doucement en avant.
Clara, ton oncle a-t-il mentionné quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait pu vouloir le faire taire? Elle hésita. Il a dit qu'il y avait un homme, quelqu'un qui travaillait pour les services secrets britanniques pendant la guerre, quelqu'un qui avait ordonné des choses terribles au Portugal. Et maintenant, avec la réapparition de Lewis, cet homme craignait d'être démasqué. Kyle se tenait debout et faisait les 100 pas. « Et tu penses que cet homme est ici, à West Brackenford ?» Clara hocha la tête. « Oui. » Félix Broom, assis tranquillement au fond, s'éclaircit la gorge. « Tout cela est très convaincant, mais si nous devons porter des accusations basées sur des rumeurs, je suggère que nous examinions le passé de chacun. » Miss Marple se tourna calmement vers lui. « En effet. Par exemple le vôtre. Vous avez vécu de nombreuses années à l'étranger, n'est-ce pas, monsieur Broom? Avez-vous passé du temps dans la diplomatie? » La mâchoire de Félix se serra. « Oui, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est un secret pour personne. » « Et étiez-vous en poste au Portugal en 1943 ?» Son expression s'assombrit. « Je l'étais. » « Et seriez-vous surpris d'apprendre, continua Miss Marple, que Lewis Renfield y travaillait également comme coursier, jusqu'à sa disparition soupçonné de détournement de fonds et d'espionnage? » Le silence s'abattit sur la salle. Krell parut stupéfait. « Est-ce vérifié ? » « Oh, j'ai trouvé confirmation dans le registre public des archives nationales. Son nom a été rayé des registres, mais pas entièrement effacé. » Félix se leva lentement. « Ça ne prouve rien. Je connaissais des dizaines de coursiers. Si Lewis a été compromis, ce n'est pas moi. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « mais peut-être saviez-vous ce qu'il risquait de révéler. Et lorsqu'il réapparut, si près, si soudainement, vous redoutiez ce qui allait éclater au grand jour. » Krell s'avança. « Où étiez-vous au moment du meurtre, monsieur Broom ?» Félix ne répondit pas. Miss Marple se leva. « Je crois que la réponse, dit-elle doucement, ne réside pas seulement dans ce que M. Broom faisait pendant la guerre, mais aussi dans ce qu'il pensait que Lewis Renfield pourrait dire au monde 40 ans plus tard. » La salle restait silencieuse, la pluie continuant à frapper contre les fenêtres comme une question impatiente. Aucune arrestation n'a eu lieu ce jour-là. Pas encore. Mais Miss Marple savait que le masque final avait commencé à tomber et que le tueur, bien que toujours caché, commençait à ressentir le poids de l'exposition. Et bientôt, très bientôt, la mascarade se terminerait en pleine lumière. Le soleil revint à West Brackenford le lendemain matin, mais il n'apporta guère de chaleur. L'orage était passé, mais une autre pesanteur subsistait dans le village, un poids qui ne venait pas du temps, mais de l'interruption haletante entre l'accusation et la résolution. Au manoir Hartwood, le petit déjeuner fut servi en silence. La cuillère de Lady Hartwood tinta doucement contre sa tasse de thé et Elsie se tenait près du buffet, visiblement tendue. Aucune des deux femmes ne mentionna la salle des fêtes ni la confrontation qui avait transformé une suspicion polie en quelque chose de bien plus grave. Lady Hartwood a finalement rompu le silence. « Miss Marple est-elle venue ? » ?»« Non, madame, » dit Elsie. « Pas encore. » Une pause. « Elle le fera, » murmura Lady Hartwood, presque pour elle-même. « Quand ce sera important. » Elle n'avait pas tort. De l'autre côté du village, Miss Marple était assise dans son cottage d'Old Mill Lane, son tricot posé de côté et ses papiers soigneusement étalés sur sa table. Levée tôt, les pensées agitées, elle avait passé des heures à éplucher tout ce qu'elle avait rassemblé, le mot anonyme, la confession de Clara, la chronologie de la fête et surtout le lien entre Félix Broom et Lewis Renfield. Mais ce n'était pas le dossier de guerre de Broom qui la trottait dans la tête, mais le détail de la note trouvée dans la boîte à costume. Le message « Rendez-vous à la folie ». Minuit avait été griffonné au dos d'une liste de tombola caritative. Seules 6 personnes y avaient accès. Ce fait restait gravé dans ses pensées comme une épine dans la laine. C'est alors qu'on frappa à la porte, ni le facteur ni l'inspecteur Crail.
C'était madame Lavinia Harcourt. Elle est arrivée dans un tourbillon d'énergie anxieuse, un parapluie sous le bras et les joues rouges à cause de la marche. « Jane, dit-elle en entrant sans attendre qu'on l'invite, je ne sais plus à qui parler. J'ai fait quelque chose d'horrible. » Du moins je le crois. Miss Marple, l'imperturbable, lui fit signe de s'asseoir. « Voulez-vous du thé, Lavinia ? » ?»« Non, merci. Jane, quelqu'un s'est introduit dans mon abri de jardin hier soir. » Miss Marple cligna des yeux. « Ton hangar ? » ?»« Oui. »« Rien n'a été volé, mais la porte était déverrouillée et quelqu'un a fouillé la vieille malle de mon mari. Et j'ai trouvé ça par terre, juste à côté de la haie. » Elle sortit un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Miss Marple le déplia lentement. C'était un gant d'homme en cuir, main gauche, raidi par l'humidité. À l'intérieur, une longue lame fine, aussi fine qu'une aiguille à tricoter, dont la poignée était ceinte d'un cordon noir. Miss Marple l'examina sans toucher le métal. « Un stylet, dit-elle doucement. Très vieux, très pointu. »« Je pensais que cela pouvait venir du meurtre, » murmura Lavinia. « C'est possible, » répondit Miss Marple. « Mais la question, bien sûr, est « Pourquoi votre cabane ? Pourquoi maintenant ?» L'expression de Lavinia vacilla. « C'est pour ça que je suis venue. Je crois que quelqu'un s'est servi de notre réserve de costumes comme cachette. Voyez-vous, John y gardait des accessoires de fête, des rubans, des masques de rechange, une couronne en papier mâché. Il aurait été facile d'y glisser quelque chose sans que je m'en aperçoive. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et avez-vous prévenu la police ? » ?»« Pas encore. J'ai pensé que tu devrais le voir d'abord. » En milieu d'après-midi, l'inspecteur Krell était arrivé, les preuves en main et soigneusement emballées. Il avait l'air sombre. « Si c'est bien l'arme, dit-il, alors quelqu'un a essayé de s'en débarrasser près de chez lui. Cela signifie qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un fouille les hangars. » Il se tourna vers Miss Marple. « Pensez-vous que cela disculpe Clara Phipps ? » Clara, dit Miss Marple, n'aurait jamais le courage de se servir d'une telle arme. Elle est, à tout le moins, notre suspecte la plus accidentelle. Et Broom ? Trop prudent, répondit-elle. Trop politique. S'il était impliqué, ce serait par procuration. Mais, elle désigna le gant, c'est impulsif. Paniqué, les plans de quelqu'un commencent à s'effondrer. Krell hocha la tête. Je vais le faire analyser pour trouver des empreintes, mais je pense qu'on n'en trouvera aucune. Alors qu'il partait, Miss Marple se tenait tranquillement dans son jardin, la brise tirant doucement sur les bords de son châle. Elle repensa à la boîte à costumes dans la sacristie, le mot, le gant, la bague, et puis, tout à coup, un nouveau fil s'est tissé dans la tapisserie de son esprit. Elle retourna à son chalet, fouilla dans son tiroir à couture et en sortit le programme de la fête, un exemplaire neuf. Elle le retourna soigneusement. La liste des gagnants était imprimée au dos. Juste en dessous du 3e prix, en tout petits caractères, figurait le nom du sponsor, don de Lavinia Harcourt. Miss Marple s'assit très lentement. Lavinia Harcourt n'était pas seulement membre du comité, elle avait géré directement les prix de la tombola. Elle avait sans doute de nombreux programmes imprimés à disposition, de quoi déchirer une feuille et rédiger une convocation nocturne. Mais le hangar de Lavinia contenait la lame, ce qui signifiait une diversion. Quelqu'un avait placé la lame là, non pas pour la cacher, mais pour qu'elle soit trouvée. Elle repensa à Félix Broom. Savait-il qu'il était acculé ? Savait-il que Lavinia nourrissait encore des sentiments pour lui, des sentiments qui pourraient la pousser à le protéger ? Et Lady Hartwood ? Elle avait beaucoup caché, mais elle n'avait pas menti, pas vraiment. Son chagrin était réel, sa peur sincère. La véritable clé, réalisa Miss Marple, était le mobile. Ni vengeance, ni chantage, mais la trahison. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple fit une promenade tranquille jusqu'à la sortie du village, dans une petite maison nichée derrière un bosquet d'aubépines. Elle frappa 3 fois. Lorsque la porte s'ouvrit, Clara Phipps se tenait sur le seuil, surprise. « Mademoiselle Marple, puis-je entrer, ma chérie ?» Clara hocha la tête et la conduisit dans un salon rempli de vieilles photos et d'un feu doux. « J'ai juste une question, » dit doucement Miss Marple. « Quand votre oncle a envoyé le médaillon, a-t-il inclus autre chose ?»
Clara hésita, puis fouilla dans un tiroir et en sortit un morceau de papier plié. Miss Marple l'a ouvert. C'était une liste de noms. 6 au total. Chacun est souligné. Elle a lu à haute voix. Lewis Renfield, Edith Renfield, Edmund Hartwood, Felix Broom, Lavinia Harcourt et un dernier nom, illisible, à cause d'une tache d'eau. Clara était pâle. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Je crois que oui, dit doucement Miss Marple. Ce n'est pas une liste de personnes à abattre. C'est un cercle, les seules personnes qui connaissaient la vérité. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Quelle vérité! Miss Marple se leva lentement. Ce bal masqué n'était pas seulement une question de fête, c'était un retour à une représentation d'autrefois. Une représentation qui avait terriblement mal tourné. Elle quitta le chalet alors que le dernier rayon de soleil disparaissait derrière les arbres. Une vérité se levait, le rideau se levait. Et bientôt Miss Marple révélerait qui avait écrit l'acte final. Vendredi arriva dans un calme étrange sur West Packensford. C'était le genre de silence qui semble observer, où même le chant des oiseaux semble mesuré, et où les fenêtres s'ouvrent juste assez pour écouter sans être vues. Dans son cottage, d'Old Mill Lane, Miss Marple versa une cuillère à café de miel dans son thé et contempla le délicat médaillon posé à côté de la tasse. Il brillait dans la lumière matinale de l'or, finement gravé, trop précieux pour qu'une fille comme Clara le reçoive par hasard. Il avait une signification, un souvenir, et maintenant une preuve. Elle avait à peine fini sa tasse quand l'inspecteur Krell arriva, son manteau encore humide à cause de la brume extérieure. « Nous n'avons trouvé aucune empreinte exploitable sur la lame, dit-il sans préambule, en s'asseyant sur le siège qu'elle lui offrait. Aucune trace de sang non plus. Mais le gant, eh bien, c'était curieux. Il y avait de légers restes de résine de pin, probablement dus à la folie. Ce qui confirme qu'il a été manipulé pendant le crime. » Miss Marple écoutait attentivement en hochant la tête. « Il y a autre chose, » poursuivit Krell à voix basse. « Nous avons fouillé le domicile de M. Broom ce matin. Nous avons trouvé une petite boîte en fer blanc cachée dans un tiroir de bureau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos de guerre et une lettre adressée à une certaine E.R. Nous pensons que cela signifie Edith Renfield. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Je suppose que la lettre n'a jamais été envoyée ? » ?»« Non, mais il parle de culpabilité. Félix s'excuse pour quelque chose de vague. Il évoque un mensonge nécessaire et dit que c'était le seul moyen de protéger un homme appelé L. R. Ce doit être Lewis. » Miss Marple prit une longue inspiration. « Alors, ce n'est pas lui, le meurtrier, c'est le gardien du secret ?» Krell parut perplexe. « Tu reviens ?» Miss Marple se leva. « Inspecteur, j'aimerais avoir votre permission pour mener une petite expérience. Rien d'invasif, juste un goûter. » Krell cligna des yeux. « Un goûter. »« Une tradition villageoise, dit-elle doucement, mais avec des invités bien particuliers. » En début d'après-midi, les invitations avaient été remises à la main, chacune scellée de la délicate écriture cursive de Miss Marple. À Lady Hartwood, dont le chagrin s'accompagnait désormais d'une couche de méfiance. À Felix Broom, arrivé tôt et trop habillé, sa cravate parfaitement droite. À Lavinia Harcourt, qui arriva avec une fausse luminosité et un plat couvert de gâteaux aux graines, ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce, et à Clara Phipps, calme et tendue, les mains serrées autour d'un mouchoir soigneusement plié. Ils se sont réunis dans le salon de Miss Marple, assis sur des chaises tapissées de fleurs, tandis que le thé était servi dans des tasses en porcelaine, avec un léger motif bleu. « Je vous remercie tous d'être venus, » commença Miss Marple d'un ton toujours aussi doux. « J'ai pensé, vu la tension de ces derniers jours, qu'une réunion civile pourrait apaiser les tensions, et bien sûr, j'ai un sujet de discussion, un sujet que nous devrions tous affronter ensemble. » Le silence qui suivit était mince et tendu. « J'ai réfléchi à la mascarade, » a-t-elle poursuivi, « pas à la fête elle-même, mais à ce qu'elle représentait. Un jeu de masques, des identités travesties, mais aussi des intentions. » La tasse de thé de Lady Hartwood claquait légèrement dans sa soucoupe. Lewis Renfield est revenu dans ce village non pas pour semer le trouble, mais pour instaurer la paix.
pour régler les derniers détails d'une époque que la plupart d'entre nous préféreraient oublier. Il a apporté une bague, un médaillon, une liste. Elle fouilla dans son panier à tricot et en sortit le papier plié que Clara lui avait donné. Cette liste contenait les noms de 6 personnes. Des personnes liées non seulement par des connaissances, mais par un choix fait il y a longtemps, une dissimulation. Félix se pencha en avant, à voix basse. Quel genre de dissimulation ? Miss Marple croisa son regard. Le genre de disparition non pas par honte, mais par arrangement. Pendant la guerre, quelqu'un de votre entourage, peut-être plus d'un, a aidé Lewis à disparaître, pour le protéger, ou pour une cause plus noble. Je ne vois pas le lien avec le meurtre, dit rapidement Lavinia, le sourire fragile. C'était il y a des années. Miss Marple eut un petit sourire. Mais les secrets ont une longue ombre. Et je crois que Lewis était revenu pour révéler la vérité, pour se confier. Il a convoqué Lady Hartwood. Il a contacté Clara. Et il a tenté de parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui craignait ce qui pourrait être révélé. Elle laissa le silence s'alourdir avant de continuer. J'ai découvert un mot, oublié dans la boîte à costumes de la sacristie. Il convoquait Lewis à la folie. Il était écrit au dos d'une liste de tombolas caritatives. Ces listes étaient réservées aux membres du comité. Elle tourna son regard vers Lavinia. « Et le vôtre, je crois, était le seul nom imprimé au dos ?» Lavinia se figea. « Cela ne prouve rien, dit-elle, même si sa voix tremblait. »« Cela suggère une opportunité, répondit Miss Marple. Et puis il y a l'arme, retrouvée dans votre remise, trop soigneusement placée, trop facilement découverte, un piège peut-être, conçu pour détourner l'attention. » Expression de Félix changea. « Attends, tu crois que c'est Lavinia qui a planté la lame ? » « Je pense, dit calmement Miss Marple, que quelqu'un lui a demandé de le cacher. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qu'elle protégeait depuis des années. » Lavinia se leva brusquement. « C'est ridicule. Je ne le sais pas, » interrompit gentiment Miss Marple. « Mais l'amour peut nous ridiculiser tous. » Elle se tourna une fois de plus vers Félix Broom. « Tu connaissais Lewis. Tu savais ce qu'il avait fait. Et ce que tu avais contribué à dissimuler. Mais à son retour, plus âgé et plein de regrets, il apportait plus que des souvenirs. Il apportait le danger. Parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas parti au pacte initial, voulait le réduire au silence. » Lady Hartwood s'agita. « Et alors ?» Miss Marple posa sa tasse de thé. « C'est le dernier élément, le 6e nom, celui que l'eau a brouillé sur la liste de Clara. Ni Broom, ni Hartwood, ni Harcourt. » Elle regarda vers Clara. « Clara, ma chère, ton père n'a jamais parlé de la mort de ta mère, mais il t'a fait emménager ici, à West Brackensford, peu après la guerre. Pourquoi ?» Clara fronça les sourcils. « Il a dit que c'était plus sûr, que la ville abritait trop de fantômes. » Miss Marple hocha la tête. « Et a-t-il déjà mentionné le nom de Montroigu ?» Clara cligna des yeux. « Oui, c'était le nom de jeune fille de ma mère. Pourquoi ?» Miss Marple se tourna vers Creel, qui s'était discrètement glissé par l'arrière à sa demande. « Inspecteur, veuillez leur dire ce que vous avez trouvé ce matin aux archives du comté. » Creel s'avança. « Parmi les dossiers du personnel de guerre, nous avons retrouvé un homme nommé Henry Montagu. Il travaillait au renseignement extérieur. Licencié en 1945 pour faute professionnelle liée à la disparition d'un coursier civil. Ce coursier s'appelait Lewis Renfield. » La voix de Miss Marple était maintenant calme et grave. « Clara, ton père ne se contentait pas de taire le passé, il le cachait, et je crains qu'il n'ait pris des mesures pour le dissimuler. Le gant que nous avons trouvé contenait de la résine de pin, certes, mais aussi une trace de colorant chimique, utilisé en composition typographique, du genre trouvé dans la vieille presse de ton père. » Clara pâlit. « Non, il est malade depuis des mois, il sort à peine de chez lui. » L'expression de Miss Marple était douce. « Mais il est parti cette nuit-là, peut-être avec l'intention d'effrayer Lewis, peut-être. » Que c'est aller plus loin. Clara baissa les yeux, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. Miss Marple tendit la main vers elle. « Personne ne t'en a voulu, mon enfant. Mais la vérité finit toujours par s'exprimer. » Alors que les invités partaient, l'air du cottage semblait différent, plus léger, mais non sans poids. Le dernier acte approchait. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple reprit son tricot. Le motif était autrefois emmêlé, mais maintenant, point par point, cela commençait à avoir du sens.
Le samedi, l'aube était fraîche et claire, comme si la tempête des jours passés avait dépouillé le village de ses secrets. L'air était vif, et les cloches de l'église sonnaient d'une voix inhabituellement claire. Mais pour ceux qui étaient au plus près du mystère qui avait saisi West Brackensford, la clarté du ciel n'offrait aucun réconfort. Dans le salon de sa chaumière, Miss Marple se tenait devant le petit miroir rond au-dessus de la cheminée, ajustant le col de son cardigan lavande pâle. Elle se préparait, à sa manière, à rendre des comptes, non pas une déclaration théâtrale, mais le rassemblement final des faits, des motivations et des silences qui avaient longtemps attendu l'auditoire approprié. L'inspecteur Krell arriva à l'heure, juste après 10 heures, ses manières brusques habituelles adoucies par ce qui ne pouvait être décrit que comme une admiration réticente. « Tu es sûre ?» demanda-t-il tandis qu'elle lui tendait une page pliée. Miss Marple hocha la tête. « Aussi sûr qu'on peut l'être quand on a affaire à des gens. Il n'y a pas d'empreinte digitale dans les pensées, inspecteur, mais il y a des schémas. Alors nous procéderons comme prévu. » Une demi-heure plus tard, les invités arrivèrent, convoqués non pas par invitation, mais par une demande discrète, une demande qu'ils comprirent instinctivement qu'ils ne devaient pas ignorer. Lady Hartwood arriva la première, sa canne claquant doucement sur le chemin de briques, suivie de Félix Broom, inhabituellement pâle sous ses cheveux soigneusement peignés. Lavinia Harcourt paraissait troublée, la bouche pincée, et Clara Phipps entra la dernière, les yeux rouges mais secs, la mâchoire serrée avec une sorte de détermination. Miss Marple les accueillit tous avec la même douceur et les conduisit dans son modeste salon, où les chaises étaient disposées en un élégant demi-cercle. Un parfum de feuilles de thé et de pot-pourri de roses flottait dans l'air. « Je vous ai fait venir ici, » commença-t-elle, « parce que le temps des suggestions est révolu. Il ne reste plus que la compréhension et la justice. » Ils restèrent assis en silence. Miss Marple se tourna vers l'inspecteur Krell, qui se tenait au bord de la pièce, les bras croisés, observant. « Commençons par l'homme qui n'est plus là, Lewis Renfield. Il n'est pas revenu pour subir des tourments, mais pour trouver une forme de pénitence. Pendant la guerre, il a disparu grâce à l'aide de ceux qui le jugeaient nécessaire, parmi eux Félix Broom et Edmund Hardwood. Lavinia Harcourt était également au courant, mais elle a gardé le silence. Lady Hartwood. On lui a annoncé sa mort. Lady Hartwood ne parlait pas, mais ses yeux brillaient. Il réapparut car il savait qu'il allait mourir, et il voulait se libérer du poids de cette tromperie. Il demanda à Clara, sa nièce, de lui rendre un souvenir de famille. Il remit à Lady Hartwood l'anneau de fer, symbolique, lourd, brut, car c'était un lien promis puis rompu. Il apporta avec lui une liste des personnes impliquées, mais quelqu'un d'autre l'avait trouvé avant lui. Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers Clara. « Votre père, mon cher Henry Montagu, avait ordonné depuis longtemps la disparition de Lewis pour des raisons peut-être politiques, peut-être personnelles. Lorsqu'il apprit que Lewis avait survécu, tout fut menacé. Il vint donc à la fête. Habillé de vêtements ordinaires, il suivit Lewis dans la foule. Mais Lewis resta prudent, il ne retira jamais son masque. Ils se retrouvèrent plus tard en secret, à la folie. C'est là que votre père le confronta. Clara retint son souffle, mais Lewis refusa de garder le silence. Et ton père, affaibli par des années de culpabilité et de maladie, fit quelque chose qu'il n'avait jamais voulu faire, il frappa avec la lame qu'il avait apportée pour effrayer. Et quand Lewis s'effondra, en sang, il paniqua. » Miss Marple regarda autour d'elle dans la pièce. « Il s'est enfui. Et plus tard, craignant d'être découvert, il a passé la lame à quelqu'un d'autre. » Lavinia Harcourt ferma les yeux. « Il m'a demandé de le cacher, » murmura-t-elle. « Il a dit que ce n'était rien de grave, qu'il avait besoin d'un endroit, juste pour un temps. »« Vous l'ignoriez, » dit gentiment Miss Marple. « Mais plus tard, quand la vérité fut révélée, vous avez placé la lame là où elle serait retrouvée. Espérant peut-être que les soupçons se détourneraient de Clara, voire de vous-même. » Lavinia ne dit rien. Une larme coula sur sa joue. « Clara, » poursuivit Miss Marple, « je ne crois pas que ton père ait eu l'intention de tuer, mais il portait cette culpabilité en lui bien avant cette nuit-là. Et lorsqu'il revit Lewis, vivant et déterminé, il craignit que le passé ne reste enfoui. » Clara hocha lentement la tête,
comme si un poids depuis longtemps inconnu venait d'être nommé. « Mais comment le savais-tu » demanda Félix d'une voix douce. « Pourquoi pas moi? Ou Lavinia ?»« Parce que, répondit Miss Marple, vous étiez tous liés au mensonge, mais pas à la peur. Seul Henry Montaigu avait raison de réduire Lewis au silence de façon aussi définitive. Vous étiez complice d'une disparition, mais lui était complice de la cause. » Elle s'arrêta, et la preuve ultime est venue du médaillon. Non pas l'objet lui-même, mais la chaîne. Elle avait été réparée récemment avec une soudure réservée à un modèle spécifique de kit de réparation domestique, le même que celui qu'Henry Montagu avait acheté le mois dernier à la quincaillerie de High Street. Il voulait un médaillon présentable. Il avait peut-être même pensé à le rendre lui-même avant que la situation ne change. L'inspecteur Crail s'avança alors, le visage sombre. « J'ai déjà parlé au magistrat local. Henry Montagu est en garde à vue. Il a avoué ce matin, il a dit vouloir effrayer Lewis et le réduire au silence. Mais face à son refus, il a paniqué. C'était, selon ses propres termes, un crime né d'un éclair de terreur. » Un long silence s'ensuivit. Lady Hartwood fixa sa tasse de thé. « Et tout ça à cause d'une bague ?»« Non, » répondit doucement Miss Marple, « à cause de la mémoire. Parce que le passé reste rarement à sa place. » Les invités partirent discrètement, un par un. Clara s'attarda encore un instant, serrant Miss Marple dans ses bras avec une tendresse qui en disait long. Puis elle disparut à son tour. Krell s'attarda dans l'embrasure de la porte. « Tu aurais dû être détective, dit-il. »« Ah non, inspecteur, répondit Miss Marple, les yeux pétillants. Je suis bien meilleur en broderie. Les inspecteurs posent des questions, je n'écoute ce que les gens disent que lorsqu'ils ne parlent pas. » Il émit un petit rire et inclina son chapeau. Lorsque le calme revint, Miss Marple retourna à sa chaise, reprit son tricot et reprit l'écharpe. Le motif était maintenant terminé, chaque fil se croisant parfaitement, la tension étant uniforme. Dehors, la brise soufflait doucement dans le jardin. La mascarade était terminée. Et, une fois de plus, la vérité avait trouvé son chemin silencieux vers la surface. Le lundi suivant, le village de West Brackensford avait repris son rythme habituel. Le pain était redevenu le plat le plus discuté à la boulangerie Bradshaw, et les rosiers bordant le terrain de cricket avaient été taillés avec une diligence renouvelée. Et pourtant, sous le calme bienveillant des haies et des paniers suspendus, quelque chose avait changé. Le meurtre n'est pas une fatalité, et même lorsqu'il s'en va, il emporte quelque chose avec lui, l'innocence, la facilité, l'illusion que toutes les histoires se terminent bien. Au presbytère, Madame Wainscott reprit ses fonctions de conseillère de chant avec une grâce sereine, s'attardant plus longuement sur les noms des morts inscrits sur le monument aux morts. Sur la pelouse, Clara Phipps marchait avec un calme nouveau, celui qui naît non pas de la culpabilité, mais du poids d'une vérité héritée. Elle portait désormais le médaillon de sa mère, bien visible, la chaîne réparée comme il se doit. Et elle avait commencé à discuter davantage avec la femme du révérend de son bénévolat auprès de la chorale des jeunes du village. La guérison, semblait-il, venait doucement, par de petites taches et des fenêtres ouvertes. Au manoir Hartwood, les rideaux restaient à moitié tirés, mais l'air n'était plus empreint de mystère. Lady Hartwood prenait à nouveau ses petits déjeuners, seule sur la terrasse, comme elle le faisait des années auparavant, son châle sur les épaules et un livre posé sur les genoux. Elle ne lisait jamais le livre, seule comptait la compagnie des pages. Elsie, stabilisée par la routine, avait repris ses promenades matinales au marché et on l'entendait rire doucement avec le poissonnier ce jeudi-là, comme si les recoins de son monde avaient commencé à s'adoucir à nouveau. Félix Broom quitta le village une semaine après l'arrestation d'Henry Montagu. Il ne dit pas au revoir. Un mot laconique fut laissé au clocher et à la lanterne, accompagné du paiement d'une facture mensuelle et d'une pile de journaux pliés dans la chambre 3. Le village accepta son départ avec le même silence qu'il avait supporté sa présence, sans un mot, mais non sans compréhension. Certains masques, semblait-il, ne pouvaient être enlevés, seulement déposés et oubliés. Quant à Lavinia Harcourt, elle continuait à peu près comme avant, mais sa voix perdait un peu de mordant. On la voyait s'attarder plus longtemps dans l'église après les offices.
ses mains gantées posées sur les dossiers des bancs, comme si elle écoutait des fantômes. Elle ne parlait jamais de la lame cachée dans son hangar, ni du soir où sa loyauté envers un vieil ami l'avait dangereusement menée au bord de la ruine. Mais elle commença à déposer un petit bouquet sur le chemin de la folie chaque dimanche, des fleurs sauvages, généralement, ou quelques brins de romarin, en souvenir. Au fond, Miss Marple restait la même qu'elle avait toujours été, modeste, stable, observatrice incessante. Par un doux vendredi après-midi, elle s'assit de nouveau dans son petit salon. La lumière du soleil filtrait à travers les voilages. Un nouveau projet de tricot était posé sur ses genoux, la laine douce comme du lait et la couleur prune délavée. Son plateau de thé était fraîchement préparé, désablé, un soupçon de confiture de framboise et un modeste pot d'Earl Grey. Une lettre de la femme de sa nièce Raymond était posée à côté du sucrier, pleine d'histoires londoniennes et d'une recette de gâteau à la marmelade. Miss Marple avait déjà écrit une réponse de son écriture ferme et droite, mais ses pensées dérivaient. La mascarade, elle le savait, ne s'était pas vraiment arrêtée à cette folie. Elle avait commencé des décennies plus tôt, lorsque la guerre avait déformé des individus dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées, des héros devenus menteurs, des amants devenus étrangers, et des innocents autrefois qui avaient appris à disparaître derrière les lignes bien définies de la société. Ce qui la troublait le plus n'était pas l'acte meurtrier en lui-même. On avait toujours tué par amour, par peur, par fierté, mais le peu qu'il suffisait pour qu'une vie bascule dans l'ombre. Un faux pas, un instant de peur. Et pourtant, on en revenait toujours à la nature humaine. C'était là, par-dessus tout, son guide. Elle avait un jour dit à la femme du vicaire que les crimes à Londres n'étaient pas différents de ceux du village, juste plus rapides. Ici, à West Brackensford, le mal prenait son temps, portait de beaux gants et versait le thé sans en renverser une goutte. Mais il n'en était pas moins réel. Un coup à la porte l'attira de ses pensées. Elle l'ouvrit et trouva Clara Phipps, tenant un petit paquet enveloppé dans du papier brun et attaché avec une ficelle. « J'espère que je ne vous dérange pas ?» dit Clara. « J'ai préparé un petit quelque chose. Un gâteau aux graines. »« Ton préféré ?» Miss Marple sourit chaleureusement et s'écarta. « Pas du tout, ma chère. Entrez. » Clara posa le colis sur la table d'appoint et jeta un coup d'œil autour de la pièce familière. « C'est étrange, » admit-elle au bout d'un moment. « Tout semble pareil, mais je ne ressens plus la même chose. »« Non, » dit Miss Marple, en s'installant dans son fauteuil. « Tu ne le ferais pas ?» Ils restèrent assis un moment sans parler, le genre de silence que seul le vrai réconfort peut maintenir. « Est-ce qu'il, mon père, restera longtemps en prison ?» Miss Marple croisa les mains. « Ce n'est pas à moi de le dire, mais je soupçonne qu'il sera traité avec une certaine indulgence. Son âge, sa santé et ses regrets. Ces choses comptent, même aux yeux de la loi. » Clara hocha la tête. « Il n'a jamais parlé de ma mère. Il n'a jamais expliqué pourquoi elle était morte si jeune, mais après tout ça, je crois comprendre. »« Parfois, » dit doucement Miss Marple. Le passé choisit de rester silencieux, non pas par malveillance, mais par peur que parler fasse plus de mal que de bien. Malheureusement, le silence fait souvent tout autant. Clara baissa les yeux sur ses mains. « Je veux être quelqu'un qui dit la vérité, même quand c'est dur. » Miss Marple tendit la main et lui donna une légère tape. « Alors tu l'es déjà. » Ce soir-là, alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les collines, Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin, observant les hirondelles filer zigzaguer au-dessus des toits. Non loin de là, un chien aboya une fois, puis se calma. Le calme est revenu. Elle sourit intérieurement, puis entra et alluma la lampe. C'était vrai, la mascarade était terminée. Mais la danse de la nature humaine continuait, chaque regard, chaque choix, chaque mot non dit. Et Miss Marple, toujours à l'affût, serait là, à l'écoute, en attendant. Et le tricot. Bien que le meurtre ait été élucidé et que Henry Montagu soit en détention provisoire dans l'attente de son inculpation, West Brackensford n'avait pas encore véritablement expiré. Il flottait encore une atmosphère d'instabilité dans le village, une page inachevée d'une histoire autrement close.
Miss Marple le sentit alors qu'elle était assise près de son foyer ce dimanche soir, ses doigts s'arrêtant au-dessus de son tricot, ses yeux lointains, son esprit tournant autour d'une forme étrange dans la mémoire. Elle venait de terminer sa 3e rangée lorsqu'une brise souffla sur les rideaux. Le feu était faible et la grille en dessous était froide, légèrement poussiéreuse de vieilles cendres. Elle se pencha pour attiser les braises et aperçut quelque chose d'étrange parmi les cendres, un morceau de parchemin calciné et enroulé, plus épais que du papier ordinaire, au bord noirci, mais au centre encore lisible. Elle le récupéra avec des pinces de cheminée et le posa délicatement sur la table d'appoint. Tandis que les cendres se dissipaient, elle reconnut un motif familier de relief floral et de bordure dorée, une page du registre des invités du Hartwood Manor. Elle l'examina de plus près. De fines lignes d'encre, autrefois nettes et maintenant maculées, indiquaient des noms, certains barrés, un souligné 2 fois. Redfern. Mais ce nom n'avait jamais été officiellement enregistré comme client. L'homme désormais connu sous le nom de Lewis Renfield avait séjourné à la maison d'hôte Rose Bay sous le pseudonyme de Louis Redfern. Personne n'avait prétendu qu'il avait séjourné au manoir, et pourtant le grand livre disait le contraire. Le lendemain matin, Miss Marple arriva à Hartwood Manor sans prévenir. Elsie ouvrit la porte, surprise mais courtoise. « Je ne dérangerai pas Lady Hartwood, » dit Miss Marple. « Jetez un coup d'œil rapide au bureau, si vous me le permettez. J'ai eu un souvenir très étrange d'un vieux registre. » Elsie fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Elle est au cimetière en ce moment, mais oui, tu peux. » Le bureau était tel que Miss Marple s'en souvenait, tapissé de volumes ramollis par la poussière. Les meubles en chêne luisaient encore dans la lumière tamisée du matin. L'odeur des vieux livres s'accrochait aux rideaux. Elle avança avec précaution pour ne pas déranger. Elle s'approcha de l'âtre et s'agenouilla, effleurant légèrement les cendres restantes, avec le bord d'un mouchoir plié. Plus de papier, mais quelques restes de seaux de cire. Elle repéra une attache en laiton tordue par la chaleur. Miss Marple se tourna vers le bureau. Dans le tiroir du haut, elle trouva le registre des invités, sa version actuelle. Il avait été créé il y a 5 ans et était toujours utilisé. Elle le feuilleta lentement. Mai, juin, juillet, et voilà une ligne blanche entre Mademoiselle C. Delaunay et Révérend et Madame Attenborough. La ligne avait été arrachée. Il ne restait que le fil de reliure. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent. Pourquoi l'arracher à moins que quelqu'un ne veuille effacer une entrée qui prouvait que Lewis Renfield était venu à Hartwood Manor avant la fête. Elle ferma le registre et laissa le bureau tel qu'elle l'avait trouvé. Dehors, elle se dirigea vers le vieux chemin du verger qui menait au cimetière, où Lady Hartwood se rendait souvent sur la tombe de son mari. La lumière filtrait à travers les branches tachetées de vert, et le vent apportait un silence qui semblait attendre. Elle trouva Lady Hartwood debout devant une simple pierre tombale, sa canne plantée dans l'herbe, sa posture toujours droite. « Jane, » dit-elle sans se retourner, « je suppose que tu es venue poser une autre question. »« Oui, oui, » dit Miss Marple, « mais je connais déjà la réponse. Vous avez brûlé une page de votre livre d'or. » Lady Hartwood resserra légèrement sa prise sur la canne. « C'est vrai. » « Puis-je vous demander pourquoi ?» Lady Hartwood se retourna lentement, le visage tiré mais sans honte. « Parce que je voulais protéger la mémoire d'Edmund. Lewis est venu à la maison la veille de la fête. Il m'a raconté des choses que je n'aurais jamais imaginées. » Miss Marple écoutait sans interruption. Il a dit avoir participé à quelque chose de terrible, qu'il avait non seulement disparu intentionnellement, mais qu'il avait même fait chanter Edmund. Mon mari a payé pour que son nom ne soit pas mentionné dans une enquête. Il a payé de son silence et de sa honte. La voix de Miss Marple était douce. Vous pensiez que supprimer son nom préserverait l'héritage d'Edmond. Je me suis dit, à quoi bon maintenant? Lewis était mort, Edmond parti depuis longtemps, pourquoi laisser les gens colporter des ragots? Parce que la vérité, dit doucement Miss Marple, a déjà fait son œuvre. Mais vous n'êtes pas responsable de leur choix, seulement des vôtres.
Lady Hartwood baissa la tête. « J'avais peur du qu'en dira-t-on, que mon mari ait été faible, que j'ai été trompée. »« Tu l'étais, » répondit Miss Marple. « Mais nous l'étions tous, d'une manière ou d'une autre. » Un silence s'installa entre eux, d'une honnêteté complaisante. Miss Marple ajouta doucement « Il y a encore une chose. En examinant la page, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'écriture du nom Redfern était la vôtre. » Lady Hartwood hocha la tête. « Je l'ai écrit. À sa demande, il était malade, trop tremblant pour tenir un stylo. Il a dit que c'était plus sûr ainsi, que personne ne saurait qu'il était venu. Mais quelqu'un l'a fait. Oui, dit-elle doucement. Je crois que le jardinier l'a vu. Mais c'est un homme discret, il n'a rien dit. » Miss Marple esquissa un léger sourire. Le village voit plus qu'il ne dit, mais il oublie aussi plus gentiment qu'on pourrait le croire. Elle laissa Lady Hartwood debout parmi les pierres, sa silhouette toujours noble, bien que ses fardeaux soient désormais plus légers. Plus tard dans la journée de retour dans son cottage, Miss Marple écrivit une courte note à l'inspecteur Crail, joignant le fragment du foyer. Elle n'a pas suggéré d'action. Aucune mesure n'était nécessaire. Mais elle comprenait que la vérité, une fois révélée, ne devait pas être ignorée, seulement reconnue et parfois laissée de côté. L'après-midi, elle fit sa promenade habituelle le long des chemins bordés de haies. La brise était tiède, les champs dorés, et les hirondelles décrivaient de longs arcs de cercle au-dessus des toits des chaumières. Et tandis qu'elle s'arrêtait devant la vieille folie, toujours délimitée par une simple bande de rubans de police décolorés, elle remarqua que quelque chose avait été laissé sur la marche en pierre. Un seul anneau de fer, posé avec soin, comme par une main invisible. Miss Marple se pencha pour le ramasser, mais s'arrêta. Puis elle se retourna et le laissa là où il était. Toutes les fermetures ne nécessitent pas de récupération. Il valait mieux laisser certains tel quel un symbole silencieux sous le ciel, un cercle complété. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, d'un pas assuré et régulier, elle savait que la mascarade était terminée. Mais les échos de sa musique persisteraient, doux, lointains et entièrement humains. 2 semaines après la fête du village, le soleil brillait avec une assurance qui avait échappé à West Brackensford durant les longues et pénibles journées de l'enquête. Un calme régnait désormais dans l'air, non pas celui de l'hésitation, mais celui de la restauration, comme dans une pièce fraîchement aérée où les ombres ne s'attardent plus dans les coins. Au cottage de Miss Marple, les jardinières étaient en fleurs, la lavande et les pétunias étaient orientées vers le soleil, et à l'intérieur le dernier gâteau de graines avait été réparti pour une petite réunion, juste 4 chaises disposées autour de sa table, du thé dans un pot marron familier, et le sentiment que la clôture d'un chapitre méritait quelque chose de plus qu'un effacement silencieux. Lady Hartwood arriva la première. Son allure était toujours aussi calme. Mais ses vêtements s'étaient adoucis, des couleurs plus claires, des lignes moins rigides. Il y avait, dans son regard, la trace de quelqu'un qui s'était libéré de secrets longtemps enfouis. Puis arriva Clara Phipps, les joues plus pâles, son médaillon visible, porté avec une fierté qui n'avait rien d'ornemental. Elle tenait un petit bloc-notes et un crayon, expliquant d'un air penaud qu'elle avait commencé à consigner l'histoire familiale. Honnêtement, dit-elle, je préfère la préserver moi-même plutôt que de laisser quelqu'un d'autre faire des suppositions plus tard. Lavinia Harcourt est arrivée la dernière, une boîte de dragées sous le bras, et un air légèrement embarrassé sur le visage. Je n'aurais jamais dû cacher cette lame, dit-elle rapidement, avant même d'enlever ses gants. Même pas pour une vieille amie. Tu avais raison, Jane. La vérité compte plus. Miss Marple sourit et les fit entrer. Venez, ne parlons pas de culpabilité aujourd'hui. Parlons de développement personnel. Alors qu'ils s'installaient dans la conversation, l'atmosphère commença à changer. Le thé fut servi, les sablés servis, et le silence qui avait si longtemps enveloppé le village commença à se dissiper fil à fil pour laisser place à une ambiance plus chaleureuse. Il ne parlait pas du crime, mais du monde qui l'entourait, le jardin qui aurait bientôt besoin d'être paillé, la foire annuelle reportée à fin septembre, la vente de pâtisseries caritatives de l'école qui pourrait inclure un concours de génoises au citron. Le monde ordinaire était revenu, et cela comptait. C'est Clara qui a brisé le rythme doux. « Pensez-vous, demanda-t-elle à Miss Marple, que cela aurait fini pareil si Lewis avait simplement dit la vérité dès le début? Pendant la guerre?
Miss Marple remuait son thé, les yeux fixés sur l'anneau de lait flottant juste sous la surface. « Peut-être pas, dit-elle. Mais les gens choisissent rarement la vérité quand ils ont peur. En temps de guerre, la peur est partout. Elle s'accroche, et après la guerre, on pense qu'elle a disparu, mais en réalité, elle ne fait que dormir. Elle se réveille quand on frappe à la mauvaise porte. » Lady Hartwood hocha légèrement la tête. Il essayait d'être courageux, finalement. Il l'était, acquiesça Miss Marple, et parfois le plus courageux est de revenir. Non pas pour expliquer, mais simplement pour être présent, pour dire « je suis toujours là ». Ils ont réfléchi un moment. Personne n'a réfuté cette idée. Après le départ des autres, Miss Marple resta assise à la fenêtre. Dehors, le bruit des enfants jouant dans le chemin montait des chaumières en contrebas. Leurs rires montaient et descendaient comme des oiseaux en vol, légers, fugaces, mais profondément vivants. On frappa à nouveau à la porte, plus légèrement cette fois. C'était l'inspecteur Krell, chapeau à la main, sa posture rigide, habituelle légèrement adoucie. « J'ai pensé que je pourrais vous rendre la page du registre, dit-il en tendant une feuille pliée. Celle de la cheminée du manoir. J'ai pensé que vous voudriez la garder, pour mémoire. » Miss Marple l'accepta et le plia délicatement. « Merci. » Krell s'attarda. « Tu sais, dit-il, ce village, eh bien, il a de la chance de t'avoir. Tu sembles tout entendre sans que personne ne sache que tu écoutes. » Miss Marple eut un léger rire. « C'est juste une habitude, inspecteur. L'observation, c'est un peu comme le jardinage. Les choses fleurissent quand on leur prête attention. Mais certaines mauvaises herbes, si on les ignore, ont tendance à s'immiscer dans la vérité. » Krell hocha la tête. « Quoi qu'il en soit, si jamais tu as envie de venir à la gare, eh bien, je ne refuserai pas un deuxième avis. » Elle haussa un sourcil. « Vous me demandez de vous consulter ? » « Non, non, dit-il rapidement. Juste partager une tasse de thé. De temps en temps, officiel ou non. » Miss Marple inclina la tête. « Eh bien alors, je pourrais y réfléchir. » Il fit une petite révérence maladroite et partit. De retour à l'intérieur, elle sortit la page brûlée du registre de l'enveloppe et la déposa dans son bureau. Ni cachée, ni exposée. L'histoire avait sa place, accessible mais pas imposante. Elle prit alors son carnet et commença à noter quelques idées pour une lettre à sa nièce, des histoires de fête, une mention de nouvelles fleurs en fleurs et une brève anecdote sur M. Grab à la gare ayant finalement installé le nouveau banc. Mais elle ne pas mentionner le meurtre. Non pas que ce ne soit pas important, mais parce que c'était désormais complet. L'histoire avait été racontée, la leçon assimilée, les échos s'estompaient. Alors que le soir tombait et que les ombres s'allongeaient sur le carrelage de la cuisine, Miss Marple se leva et alluma la lampe. Elle arrosa ses géraniums, vérifia la bouilloire et se rassit dans son fauteuil préféré, ses aiguilles cliquetant à un rythme régulier et méditatif. Son écharpe presque terminée ne présentait plus aucune trace de l'enchevêtrement qui l'avait autrefois troublée. Chaque rang suivait le précédent, lisse et précis, le motif parfaitement réalisé. Dans le silence, elle s'autorisa une dernière pensée. Que derrière chaque masque, de guerre, de politesse, de peur, il y avait toujours quelque chose de tendre à découvrir. Et que peut-être, une fois les masques définitivement déposés, ce qui subsistait n'était ni la faiblesse ni la honte, mais la vérité brute et belle de l'être humain. Elle regarda vers la fenêtre, d'où les étoiles commençaient à apparaître, et, avec un doux sourire, elle reprit son tricot. West Brackenford a continué à dormir, et Miss Marple, toujours vigilante, toujours compréhensive, gardait sa vigilance avec du fil, du thé et une douce certitude. La mascarade était terminée. Mais la sagesse tranquille de l'observateur demeurait,